Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Les éditorialistes s'installent autour de la table. On va discuter avec vous, amis auditeurs. 0826 300 300, les réseaux sociaux de Sud Radio, et bien entendu, vous avez également l'application ainsi que les réseaux sociaux. De quoi on va causer? On va s'intéresser à ce scandale. J'ai envie de dire ce scandale judiciaire à nouveau qui interpelle, qui interroge le jeune Sem Chedine qui s'était fait littéralement lyncher dans le hall d'un appartement. C'était il y a 2 ans du côté de Viry-Châtillon. Il y avait eu 4 suspects, 2 qui ont été exclus de la procédure sous prétexte qu'ils n'avaient pas participé au fait. On était avec l'ancien maire de Viry-Châtillon il y a quelques minutes. Il vous racontera aussi, lui, qui est toujours en lien avec la maman, ce que ça a provoqué, bien sûr, pour la ville, pour la maman, pour lui aussi, comment il a réagi. Et nous, on va s'interroger encore quand même tout ça parce qu'il y aurait, je cite là aussi avec des guillemets, un vide juridique, une décision du Conseil constitutionnel avec l'erreur des députés qui n'ont pas non plus. Bref, est-ce que la justice sait encore protéger nos enfants? On s'interrogera au 0826 300 300. On va aussi, tiens, là aussi, puisque les réseaux sociaux, les suspects sont sortis de prison, ils ont été libérés, le tout bien sûr filmé avec l'applaudissement des camarades, le retour en fanfare dans la ville, vantés comme des héros qui seraient venus libérer la ville. Ça se passe sur les réseaux sociaux, grand rapport de la Commission européenne dans quelques heures qui va s'interroger sur la fameuse, on va dire, nécessité d'avoir une majorité à quoi? 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans pour les réseaux sociaux. C'est la question qu'on va se poser. Est-ce qu'il faut une majorité réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut dire qu'avant 15 ans, hors de question, on ne touche pas à Snapchat, on ne touche pas à TikTok, on ne touche pas à Instagram, on ne touche pas à Twitter? C'est que dalle, c'est nada, c'est niet. On s'interrogera. Vous êtes parents, grands-parents, vous voyez les ravages, ou vous êtes peut-être déjà des méthodes pour squeezer les réseaux sociaux dès que les enfants rentrent ou même les interdire. Eh bien, vous nous passez un coup de fil au 0826 300 300. Mais alors qu'il est 10h31, on va aborder notre premier sujet et il est politique. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Mais avant de présenter le sujet politique, laissez-moi vous présenter ceux qui sont autour de la table ce matin. Mathias Leboeuf, journaliste, philosophe et auteur du Petit Traité de la lenteur. Bonjour Mathias. Bonjour Maxime. Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour Andrea. Bonjour. Noémie Alioua, journaliste, essayiste, auteur de La Terreur jusqu'au Sonodra. C'est à retrouver aux éditions Plomb. Bonjour ma chère Noémie. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, directeur de la Nouvelle Revue Politique et auteur de ce dernier livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire. Michel Lafon. Ça tombe bien qu'on ait cette tablée parce qu'on va justement en parler. Bonjour mon cher Arnaud. De la victoire potentielle du Rassemblement National, avec déjà des milieux qui s'affolent, notamment les patrons qui, quand on s'intéresse et quand on regarde la une des Échos, la une du Figaro Économique, qui souhaiteraient visiblement mettre des bâtons dans les roues de Marine Le Pen. Ils auraient visiblement préféré un Jordan Bardella plus pro-business, plus pro-européen, plus enclin à une certaine forme de libéralisation. Est-ce que Marine Le Pen, est-ce que les patrons vont mettre des bâtons dans les roues de Marine Le Pen? Venez participer à la conversation au 0826 300 300. Je me tourne peut-être dans un premier temps vers le principal intéressé, Andrea Cotarac. Est-ce que oui, il y a un risque, mine de rien, que les patrons mettent des bâtons dans les roues de Marine Le Pen? Quel patron? Je sais pas moi, quel patron? Parce qu'en fait, j'entends ça, je sais pas. Moi, je considère que il devrait d'abord, comme des médecins, voir quelle est la situation du malade. La situation du malade, c'est que sous la Startup Nation de M. Macron, on a eu un record de défaillance d'entreprise jamais enregistré dans notre pays. On a la fameuse théorie du ruissellement, vous savez, que M. Macron avait mis en place, où on va aider finalement les plus riches, et puis tout ça va ruisseler vers nous qui sommes en bas. On constate là aussi que ça n'a pas fonctionné. C'est pas que je suis favorable ou défavorable, ça n'a pas fonctionné, puisqu'on a un record de millionnaires sur le continent européen en France, et qu'on a un record de taux de pauvreté jamais enregistré depuis 1996 dans notre pays. Je constate aussi que l'énergie, qui est censée être la base de l'économie, c'est la base de l'économie. Vous ne pouvez pas réindustrialiser le pays si vous avez un coût de l'énergie extrêmement cher. Vous ne pouvez pas investir dans une entreprise si vous avez un coût de l'énergie extrêmement cher. Je constate que le seul parti qui propose à la fois pour les foyers et à la fois pour les entreprises de baisser le prix de l'énergie, de délier le prix du gaz, de l'électricité, de réformer le marché européen de l'énergie, c'est Marine Le Pen. Et donc, j'arrive pas vraiment à comprendre quelles sont les critiques des, entre guillemets, des patrons, puisqu'en réalité, ce sont certains patrons. Marine Le Pen a vu 2 grands patrons du CAC 40. L'avantage avec Marine Le Pen, c'est qu'elle ne change pas de discours en fonction de la personne qu'elle a en face. Je l'ai vu en matière diplomatique, je le vois en matière économique. Et donc, elle a eu des propos parfois positifs, parfois moins positifs pour certaines politiques patronales. Les patrons ne sont pas non plus un ensemble homogène. Il y a des patrons dans différentes filières avec différentes problématiques. Donc, je pense qu'il faut regarder ça avec sérieux et certainement pas croire que ces articles sont la vérité incarnée.
incarnée. La vérité incarnée, en tout cas, il y avait quelqu'un qui défendait aussi Marine Le Pen au micro de Sud Radio ce matin, c'était un certain Laurent Jacobelli. Il était au micro de Benjamin Glaise et il essayait de défendre justement ce choix, en tout cas cette attaque potentielle des patrons contre Marine Le Pen. Écoutez, le programme leur dira par exemple que nous allons supprimer les impôts de production qui coûtent un bras et qui taxent les entreprises avant même qu'elles aient fait des bénéfices. Nous leur dirons aussi que nous allons aider à l'emploi des jeunes, notamment avec une possibilité de ne pas payer pour ces jeunes d'impôts sur le revenu jusqu'à l'âge de 30 ans. Tout cela va les aider à embaucher, les aider à produire, et puis le fait que nous les protégions aussi d'une mondialisation devenue folle leur permettra d'avoir une industrie souveraine. Ce qui les inquiète aussi, c'est la réforme des retraites. Je pense qu'il y a beaucoup de caricatures qui courent, nous allons éclaircir les choses et ils seront très vite rassurés. Ils seront très vite rassurés, les patrons Arnaud Benedetti, ou vous pensez que de toute façon le patronat, c'est un peu ce que disait Andrea Cotarac, a de toute manière une capacité presque permanente à essayer de mettre des bâtons dans les roues du Rassemblement national ? D'abord, premier point, moi, les patrons, en effet, je rejoins ce qu'a dit Andrea Cotarac, c'est-à-dire que c'est une globalisation. Je ne sais pas de quel patron on parle, de quel patron de type d'entreprise on parle, donc c'est extrêmement compliqué, je veux dire, de pouvoir se faire une idée de ceux qui sont derrière, éventuellement, cette prise de position. Ensuite, on est dans un moment très particulier, puisque Marine Le Pen est à présent éligible, qu'elle est candidate, que les sondages lui sont, pour l'instant, favorables, même si on est très loin de l'échéance du 18 avril prochain et du 2 mai prochain, et qu'on assiste depuis quelques jours à un concours Lépine, en fait depuis que Marine Le Pen a déclaré sa candidature, à un concours Lépine de celui qui fera le mieux barrage au Rassemblement national. Alors déjà, le barrage a déjà commencé. Le jeu du barrage a déjà commencé. Il joue de manière, oui, enfin, d'une certaine façon, on voit que, en tout cas, il y a une sorte d'inquiétude par rapport à une candidature dont on pensait qu'elle était écartée. Et en effet, les concurrents de Marine Le Pen ont d'abord mis le doigt sur sa condamnation, c'est-à-dire sur la judiciarisation de son destin politique. Et on voit que pour l'instant, ça n'a que très peu, voire aucun impact dans les dynamiques d'intention de vote en sa faveur. Alors maintenant, vraisemblablement, ce à quoi nous allons assister, c'est-à-dire c'est la critique du programme économique du Rassemblement national sur deux aspects. Le premier aspect sur cette dimension que certains trouvent trop socialisante ou trop sociale du discours du Rassemblement et du programme du Rassemblement national. Et le deuxième sujet qui va très vite apparaître, c'est la question de la compétence, j'allais dire, du Rassemblement national à pouvoir diriger le pays, notamment sur des sujets qui sont les sujets budgétaires et les sujets économiques. Sauf qu'il y a un point très important, à mon avis absolument essentiel sur ce dernier point, c'est que nous avons assisté depuis 10 ans sur la question notamment du budget, sur la question de la dette publique, à l'effondrement d'une sorte de totem de compétences, d'immunité de compétences dont les partis de gouvernement étaient crédités. Et ça a un effet, c'est terminé en tout cas, ça a un effet vraisemblablement très important sur une partie de l'électorat, notamment conservateur libéral, qui, de ce point de vue-là, aujourd'hui, doute en effet de ceux qui jusqu'à présent ont dirigé le pays. Est-ce que quand on voit la différente réaction des patrons ici et là, des syndicats, alors bien sûr ils se répandent dans la presse, ils décident d'en faire sans doute un événement qui n'en est pas un, mais c'est intéressant aussi d'écouter, de voir ce que certains patrons pensent en disant Marine Le Pen c'est peut-être bien, peut-être que comme le disait Andrea Cotarac, elle n'a jamais changé d'avis, mais c'est peut-être ça qui les ennuie parce que ils avaient aperçu visiblement chez Jordan Bardella une autre approche, une autre vision, une autre ambition. Est-ce que le scénario de patron qui barre la route à Marine Le Pen existe, Noémie Aliwa ? Alors tout dépend des patrons comme ce qui a été dit, mais ce que je trouve très intéressant, c'est quand même cette idée qu'au fond, ces discours-là, s'il y a bien des patrons qui comptent faire barrage au Rassemblement national pour des raisons d'intérêt économique, ça avalise totalement la ligne du Rassemblement national selon laquelle elle est du côté des travailleurs, elle est du côté de ceux qui, justement du peuple et non de l'élite économique. Elle ne défend pas les intérêts de l'élite économique et l'élite économique le lui rend bien. Ça montre bien de quel côté est le Rassemblement national à partir du moment où justement ses ennemis se déclarent comme tels. Si une partie de l'élite économique considère que ses intérêts sont menacés, ça veut bien dire qu'aujourd'hui le Rassemblement national est effectivement du côté du peuple, et effectivement du côté de la France populaire. Mais est-ce qu'on peut gagner une campagne présidentielle sans une partie de cette élite économique ? Il va falloir faire la jonction, c'est ce qu'avait réussi à faire à l'époque Sarkozy. Il avait réussi à faire la jonction entre la droite dite plutôt libérale et la droite dite populaire. Et c'est ce que dit d'ailleurs, et ce que répète Jordan Bardella, l'alliance entre les droites, le parti populaire et
travailler la bourgeoisie. C'est sa grande volonté. C'est ce qui va devoir se passer. D'ailleurs, peut-être qu'à ce moment-là, il va falloir mettre de l'eau dans le vin sur les questions économiques, mais quand même, c'est d'ailleurs ce qui fait fracture à droite. N'oubliez pas que la droite aujourd'hui reproche au Rassemblement national d'être gauchiste, notamment parce qu'elle a un autre programme économique. Mais c'est aussi la ligne du Rassemblement national. C'est aussi ce qui fait que c'est un parti qui est aussi populaire. On parlait tout à l'heure des retraites. Il y a beaucoup d'attaques effectivement sur cette possibilité ou non de mettre en place cette réforme des retraites. Mais je rappelle que les sondages sont unanimes. Les Français sont contre. Il y a un moment donné aussi où on entend les élites économiques, on entend une partie de la droite libérale, mais il faut d'abord écouter le peuple français. Et que dit le peuple français ? Il veut pas d'une retraite qui lui ternisse la fin de cette vie. volonté populaire, bien évidemment, il y a aussi toute une réalité économique et je suis pas sûr que tout le monde l'aperçoive de temps en temps comme il se doit, bien que l'inquiétude qui monte et le fait que le pays soit de moins en moins en forme économiquement, ça je pense que de plus en plus de Français le savent. Mathias Leboeuf, est-ce que vous voyez les patrons tenter de s'interposer, quand je dis les patrons, une partie des patrons, faire barrage au Rassemblement national, pour reprendre une expression ? Non, moi je crois pas. Je crois que l'objectif des patrons, et là je parle plutôt du grand patronat, sera de sécuriser ses intérêts. Donc ils seront à la fois prudents et opportunistes, parce qu'il y a quand même un risque profond d'arriver au pouvoir du RN. Ça veut dire quoi, prudent et opportuniste ? C'est que je pense qu'il n'y aura ni appel à voter RN, bien évidemment, mais il n'y aura pas non plus, à mon avis, d'appel à un front républicain et d'engagement vraiment politique du grand patronat, peut-être de la part des petits patrons, PME, PMI. Là, oui, il peut y avoir un engagement plus comment dire, convaincant. Mais est-ce que c'est pas eux qui vont les patrons de PME, TPE, est-ce que ce sont pas justement les premiers à éventuellement aller voter Rassemblement national ? Parce que quand on entend notamment les quelques éléments de programme de Laurent Jacobelli ce matin au micro de Benjamin Glaise, c'est ça. Alors, les premiers impôts de production, la fin de certaines tranches d'impôts, c'est peut-être eux que ça va concerner avant le grand patronat. Il y a une autre chose, c'est que moi je crois que la grande modernité de la candidature de Marine Le Pen, c'est son ticket avec Bardella. Et c'est d'autant plus moderne qu'ils sont pas exactement sur la même ligne, donc ils vont pouvoir ratisser beaucoup plus large. Bardella a un discours effectivement plus libéral, qu'à mon avis, il va maintenir, et Marine Le Pen va jouer sa carte plus sociale, et c'est très malin parce que ça permettra de faire entendre une double voix qui pourra convaincre bien plus largement. Et je vous voyais réagir tout à l'heure, Arnaud. Non, par rapport à ce que disait Mathias Leboeuf, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on verra quelle est la position d'une partie du patronat en fonction du second tour et de l'affiche du second tour. Il est évident qu'un second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, on voit mal les patrons appelés à faire barrage au Rassemblement national. Dans l'hypothèse où Marine Le Pen se retrouve face à Édouard Philippe, on peut penser qu'il y aura vraisemblablement une autre position, même si c'est pas l'intérêt objectivement du patronat. Et puis je ne sais pas tellement quel est le poids aujourd'hui, finalement, l'impact d'une prise de position du patronat, du MEDEF, pour aller à l'essentiel, sur les orientations électorales. Et André Ocotarac, sur ça, justement, et sur ce qui vient d'être dit, aussi bien sur certains, la capacité de faire barrage, sur les petits entrepreneurs qui pourraient peut-être davantage se prononcer, et sur la modernité du duo Bardella-Le Pen, tout ça dans une seule question. Oui, j'ai entendu un risque de prise de pouvoir du RN. Pour beaucoup de Français, c'est une libération. C'est une libération. Pour l'instant, c'est 35%. Oui, excusez-moi, c'est 35%. Oui. Le deuxième arrive à 15%. Donc, a priori, quand je parle 35%, c'est l'étiage, pardon de vous couper, mais c'est sur le terme. Les sondages, oui, bah, le risque, sur le terme. Moi, je vais vous dire. Un risque. Ouais. Non, quand j'entends la droite expliquer que nous serions des gauchistes, etc. Enfin, je vous rappelle, puisque Mathias parlait à l'instant du barrage, en 2024, ceux qui ont fait un barrage ensemble, c'est le MEDEF et la CGT. Main dans la main, contre le Rassemblement national. Donc, si vous voulez, quand on parle de l'alliance extrême gauche-droite, c'est peut-être pas le Rassemblement national, c'est eux, le MEDEF et la CGT, main dans la main, ont appelé à voter contre le RN. Je pense que tout ça est désormais terminé. Deuxième point, on parle des compétences budgétaires, économiques, etc. D'abord, les 3500 milliards de dettes. C'est pas le Rassemblement national. Le vrai risque, c'est ceux qui ont gouverné le pays, pas simplement Macron depuis 10 ans, mais depuis 30 ans. Le PS, l'UMP, les LR, la droite et le macronisme. Ça faisait longtemps. L'UMPS est là. D'ailleurs, son enfant s'appelle le macronisme. Troisième point, sur l'économie, il n'y a pas que l'économie. Alors oui, monsieur Jacobelli a parlé tout à l'heure, à juste titre, de 18,5 milliards de baisse d'impôts de production, etc. Oui, mais je vous prends un exemple, moi, sur la sécurité, par exemple. Le RN est le parti, vraisemblablement selon les sondages, le mieux à même de répondre à la question de l'insécurité. Mais ça touche l'économie.
Moi, j'étais à Vaux-en-Velin, par exemple. Vous avez des idées formidables d'entrepreneurs. Et d'ailleurs qui se sont mis en place. Mais quand le local de l'entrepreneur est brûlé une fois, brûlé 2 fois, que les assurances ne veulent pas et plus assurer ce local, vous voyez bien que vous ne pouvez pas entreprendre dans un océan d'insécurité. Bah ça, c'est le RN qui répondra en premier lieu. Est-ce que le Rassemblement national est visiblement aussi le parti de la sécurité économique? Est-ce que les grands patrons à un moment ou un autre pourraient se mettre dans le jeu? Je sais pas, des petits chefs d'entreprise, des fameux plus grands patrons, en estimant qu'il y a une insécurité, il y a une incapacité, peut-être il y a une incompréhension des enjeux. Est-ce que les patrons vont barrer la route ou vont mettre des bâtons dans les roues de Marine Le Pen? On en parle juste après une courte pause et vous participez bien sûr à la discussion au 0826 300 300. J'aperçois déjà Frédéric qui est là, qui est chef d'entreprise et qui va nous dire justement comment il se positionne face à Marine Le Pen. Et je vous attends nombreux également pour la suite de la conversation sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Suite de la conversation, suite du débat, suite des échanges avec vous, amis auditeurs, 0826 300 300. On parle des patrons. Allez, on va essayer d'être un peu plus large, d'être un peu moins définitif. On parle du monde économique qui s'inquiète, ou une partie du monde économique qui s'inquiète de la candidature de Marine Le Pen, confirmée donc depuis presque une semaine maintenant, confirmée parce que mais peut-être que eux, ils auraient préféré un Jordan Bardella, plus pro-business, plus malin, plus libéral, plus adepte d'un certain discours d'entrepreneur, on va dire. Marine Le Pen se défend en disant qu'après tout, nous sommes 2 générations, 2 lignes sensibles, et Jordan Bardella dans le Figaro encore le dit, mais sur l'économie, il n'y a pas un parti, ça n'existe pas un parti où les chefs ne discuteraient pas entre eux, mais sur l'essentiel, nous sommes d'accord. La question qu'on se pose ce matin, c'est est-ce que les patrons, est-ce qu'une certaine partie des patrons pourraient mettre des bâtons dans les roues de la candidature et dans la campagne de Marine Le Pen? On en discute avec vous au 0826 300 300. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Vous êtes chef d'entreprise, vous Frédéric, c'est ça? Tout à fait, absolument. Oui, et alors, est-ce que on flippe de Marine Le Pen qui arriverait à l'Elysée? Est-ce qu'on a prévu déjà d'exfiltrer son entreprise, de tout payer en avance et en liquide tous ses salariés? Oui, bien sûr, on a déjà mis les barbelés, les tours Mirador et tout, bien sûr. Non, en fait, en dehors de tout clivage politique, nous, les chefs d'entreprise et petits chefs d'entreprise, on est surtout, je dirais, attentifs à, plus de régalien, plus de sécurité, inévitablement, et puis surtout, quelle que soit, je dirais, la personne, un programme qui libère un peu l'économie, qui redonne du pouvoir d'achat à nos clients, et qui nous permette, nous, les petites entreprises, eh bien, de pouvoir subsister, et de pouvoir avoir aussi une réduction de charges, et de pouvoir continuer. Aujourd'hui, beaucoup de petites entreprises, on n'arrive quasiment même plus à se payer. C'est-à-dire que, et ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'on hésite même à recruter, puisque si on recrute, on ne sait même pas si on va pouvoir assumer les salaires à venir et éventuellement pouvoir conserver l'entreprise. Donc, on n'est pas attentif, je dirais, à un parti politique en la matière. On est attentif à des personnes qui nous amènent des solutions. Les solutions, on a énormément souffert depuis pas mal de temps. Et effectivement, il y a eu le quoi qu'il en coûte. On a vu à quel point ça a pu coûter aussi dans certaines entreprises. Et parfois, je dirais, malheureusement, des travers. Des travers. Nous, on est fiers d'avoir remboursé notre PGE, qui nous a bien aidés, inévitablement. Mais on l'a remboursé en centimes. On aurait aimé que beaucoup d'entreprises puissent le faire et ne passent pas dans les mailles des filets. Donc vous dites, en somme, Frédéric, si je dois essayer de résumer votre pensée, vous dites ce matin sur Sud Radio, finalement, quand j'entends que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, j'entends des propos qui pourraient rassurer et qui rassurent visiblement un peu le chef d'entreprise que je suis. Absolument, tout à fait, absolument. Et il n'y a pas une espèce de guéguerre que vous avez aperçu, par exemple, quand vous écoutiez un moment Jordan Bardella, un moment Marine Le Pen, vous dites pas, ah mince, peut-être que Jordan Bardella, officiellement candidat, ça aurait changé quelque chose? Non, les guéguerres qu'on entend, c'est le côté jeunisme, il est trop jeune, est-ce qu'il pourra, etc. Mais de toute façon, il y aura un gouvernement, mais quel que soit le candidat, de toute façon, il s'appuie sur un gouvernement. Par contre, ce que l'on veut éviter, et moi, ce que je souhaite éviter, c'est un second tour où on va être obligé de voter contre et non pas pour, et surtout, ne pas avoir du LFI au second tour qui, pour moi, en tant que chef d'entreprise, serait une catastrophe nucléaire. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été avec nous. 0826 300 300. Alors, pour ceux qui nous suivent, notamment sur les réseaux sociaux et sur YouTube, il y a Mathias Leboeuf depuis tout à l'heure qui ne sait toujours pas que la radio est filmée, qui fait de grands mouvements. Allez-y, Mathias. Je voulais répondre et interpeller un peu Andrea, parce qu'il a évoqué tout à l'heure la question de la sécurité. Et c'est vrai que le développement économique serein se passe dans un milieu sécuritaire assuré. Mais il y a une autre chose qui peut être intéressante à considérer concernant le patronat, et notamment le gros patronat, c'est l'immigration. Et de ce point de vue-là, le grand patronat est plutôt
immigrationniste, c'est-à-dire qu'on a entendu des voix au MEDEF qui disaient qu'il fallait davantage de travailleurs étrangers, davantage de souplesse, et qu'il y a notamment dans les métiers en tension, je pense au bâtiment, donc comment on allie les deux d'une certaine manière. Comment on allie les deux, c'est-à-dire essayer d'aller chercher le grand patronat et d'un côté la politique très dure anti-immigration du Rassemblement national risque paradoxalement de faire réponse d'Andrea Cotarac, on ira chercher Didier également, qui nous a passé un coup de fil. Rapidement, c'est vrai que ça fait très longtemps que sur l'immigration, Monsieur Leboeuf et Monsieur Besancenot sont bien plus proches du MEDEF que le Rassemblement national. On est bien d'accord. D'ailleurs, vous l'avez vu en Suisse, il y avait un référendum là-bas sur des quotas migratoires. Les 15 organisations patronales les plus puissantes faisaient campagne pour le oui, pour plus d'immigration, avec l'extrême gauche suisse. Voilà. Et c'est le non qui l'a emporté. Donc moi, je vais vous répondre. L'extrême gauche suisse, c'est drôle. Donc moi, je vais vous répondre. Donc vous partagez mes inquiétudes. Mais c'est depuis toujours, si je peux me permettre. Si je peux me permettre. Non, mais ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que le grand patronat nous dit il y a des emplois en tension, il faut de l'immigration. 40 ans. Bon, alors ils ont peut-être raison, pas tort. Moi, je n'écoute pas les patrons. Je regarde l'INSEE. L'INSEE, dans son rapport, nous explique que le chômage dans les populations immigrées est 2 fois supérieur au chômage chez les personnes. Donc, tout ça est un fantasme. Vous n'écoutez pas les patrons. C'est un problème de ne pas écouter les patrons pour vous. Mais moi, je les écoute. Je n'écoute pas les patrons. Non, mais c'est extraordinaire. Si le peuple français vous dit on veut plus d'immigration, vous n'allez pas écouter l'élite économique qui vous dit il faut faire venir des gens. Donc vous n'écoutez pas Monsieur Leboeuf, les conséquences culturelles. Simplement, on voit les gens comme des éléments économiques. Les gens ne sont pas simplement des variables économiques. Le peuple français ne veut plus d'immigration. Je rappelle, pas tous en même temps. C'était la droite qui avait mis en place le regroupement familial. Mais on en voit les conséquences aujourd'hui. Pardon, mais en fait, justement, ce sont les classes populaires qui subissent le plus les conséquences de l'immigration. Et c'est peut-être eux qu'il faut entendre. Avant, justement, l'économie, les élites économiques, elles ne se soucient pas du tout. Pourquoi vous dites que c'est pas le débat ? Pourquoi vous dites que c'est pas le débat ? Parce que là, on parle du patronat. Et moi, je suis d'entendre Andrea Cotarac dire on n'écoute pas les patrons, on s'en fout. C'est exactement ce que j'ai dit, vous en conviendrez. On écoute le peuple français, mais les patrons, s'ils nous disent qu'on est plutôt pro-immigration parce qu'on en a besoin, basta, c'est pas très intéressant pour nous. Andrea Cotarac. Non, c'est extraordinaire. D'abord, moi j'écoute les patrons, mais j'aimerais vous dire que des patrons n'ont pas forcément raison. Et je vous ai dit à l'instant que certains ont tort, puisque le rapport de l'INSEE nous explique en 2023 que le chômage chez les immigrés est 2 fois supérieur que celui chez les Français. Donc l'idée que les immigrés viennent tous travailler à 100% pour remplir des emplois en tension est faux, factuellement faux. Et deuxièmement, c'est assez extraordinaire de voir la gauche révolutionnaire m'expliquer à moi on en apprend, du Rassemblement national. Je suis pas sûr qu'elle soit révolutionnaire. Qu'il faut écouter les patrons. Moi, j'ai d'autres analyses. Là aussi, c'est pas les patrons ou la CGT. Généralement, le MEDEF et la CGT ont des chiffres qui sont très discutables. Je prends le Cevipof de Sciences Po. C'est pas l'extrême droite, c'est pas Zemmour, c'est pas le RN. Le Cevipof de Sciences Po a fait une étude depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Que pour 1% d'immigrés clandestins en plus, il y a 1% de salaire en moins chez les ouvriers français les moins qualifiés. Je reprends les propos de Didier Lesky, et je finis là-dessus, patron de l'Office de l'immigration, qui explique dans le Figaro en février de l'année dernière qu'une partie des grands patrons utilisent l'immigration pour faire peser à la baisse le salaire des Français. Donc la conclusion, c'est quoi ? C'est que le RN, c'est le parti des ouvriers, des salariés, des employés, et ça se vérifie dans les élections, plus à l'extrême gauche. Vraiment plus du tout. sur tout ça. Vous allez être un peu le juge de paix de cette conversation. Je sais pas si juge de paix, mais enfin, déjà sur la ligne, la fameuse, le distinguo entre la ligne Bardella et la ligne Marine Le Pen. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est très exagéré en l'occurrence, c'est qu'il y a indéniablement, et là je vous rejoins, aujourd'hui une espèce de duo qui, du point de vue en tout cas des logiques d'opinion, est extrêmement efficace. Leur complémentarité fait que ils arrivent à quelque part élargir la base électorale du Rassemblement national. Ensuite, dans une élection présidentielle, et c'est ça le plus important, il faut être capable d'avoir plusieurs cordes à son arc. Je rappellerai l'élection présidentielle de 1995. Jacques Chirac, il est élu finalement en ayant plus
plusieurs lignes dans son logiciel électoral et dans son logiciel politique. Une ligne sociale avec Philippe Seguin, une ligne libérale avec Alain Madelin et une ligne plus européenne avec Alain Juppé. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est un faux sujet. C'est un faux sujet et que en réalité, c'est plutôt malin d'avoir ces deux lignes au sein du parti. Mais c'est absolument capital. C'est absolument capital. Quand vous voulez gagner, il faut que vous soyez capable de parler à plusieurs catégories de population. Et évidemment, il faut parler aussi au monde de l'entreprise. Mais le monde de l'entreprise, il est par essence, on l'a déjà dit, extrêmement hétérogène. Et complexe. Et on vient de le voir. Et je vous propose de terminer par le monde de l'entreprise qui nous appelle aussi au 0826 300 300. Didier, bonjour. Didier, est-ce que vous êtes avec nous, Didier? Oui, bonjour. Merveilleux. Bonjour Didier, vous allez bien? Ça va, impeccable. Comment vous regardez ce débat depuis tout à l'heure? Est-ce que vous entendez des choses qui vous interpellent, qui vous agacent, avec lesquelles vous êtes d'accord? Est-ce que vous, par exemple, vous êtes chef d'entreprise aussi, j'imagine, comment vous trouvez le procès qu'on est en train de faire à Marine Le Pen sur l'économie? Moi, je dirais que de toute façon, quoi qu'il arrive, nous, on est toujours mangé à la même sauce. Donc, c'est un vrai problème. Je pense que vous parliez à l'instant là de l'immigration et de la demande de certains certaines entreprises, de certains employeurs. Je sais pas qui a dit que effectivement on a énormément d'immigration au niveau du chômage. Et c'est totalement vrai parce que à partir du moment où ils viennent chez nous, on les accepte, on les fait bosser. Une fois qu'ils prennent leurs droits, ils s'arrêtent de bosser. Donc c'est pas. C'est ce que vous avez vu en tant que chef d'entreprise aussi, c'est ça, Didier. Oui, mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est de baisser les charges pour pouvoir payer plus de pouvoir mieux payer les Français qui sont au chômage aujourd'hui. Et puis on aura réglé le problème. Oui, merci beaucoup Didier d'avoir été avec nous ce matin au 0826 300 300 aussi la ligne de l'immigration qui revient. C'est là où en effet tous les chefs d'entreprise, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Andrea Cotarac, ne sont pas sur la même ligne concernant l'immigration et on aura j'imagine l'occasion de revenir sur cette conversation entre 12h30 et 13h dans notre rendez-vous avec vous au 0826 300 300. La France au bout du fil. Dans une poignée de minutes, changement de débat. On va parler de ce qui pourrait s'apparenter déjà à un scandale judiciaire. Une affaire qui avait fait énormément réagir. C'était il y a 2 ans. C'était un jeune homme qui avait tout simplement trouvé la mort. Shemseddine l'avait trouvé la mort dans une cage d'escalier parce qu'il avait été lynché par des camarades sous prétexte qu'il était sorti avec sa sœur. 4 suspects, 2 qui étaient en prison. Toujours pas de procès depuis 2 ans. Résultat, 2 suspects ont été libérés. Alors je vous passe les détails. Vidéos sur les réseaux sociaux, applaudissements, acclamations et tout le toin-toin. Est-ce qu'aujourd'hui la justice sait encore protéger nos enfants? Je vous propose d'en discuter au 0826 300 300 avec autour de la table Mathias Leboeuf, Andrea Cotarac, Noémie Aliwa et Arnaud Benedetti. À tout de suite sur Sud Radio. 0826 300 300 autour de la table Mathias Leboeuf, journaliste, philosophe et auteur de Petit traité de la lenteur à l'usage des gens pressés. Tiens. Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement national. Noémie Aliwa, journaliste, essayiste, auteur de La Terreur jusqu'au sous nos draps, c'est aux éditions Plomb. Et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, directeur de la Nouvelle Revue Politique et auteur de ce dernier livre aux portes du pouvoir, le Rassemblement national, l'inéluctable victoire, c'est aux éditions Michel Lafon. Je vous propose maintenant de vous attarder sur ce qui a quand même déjà des airs de scandale judiciaire. On est du côté de Viry-Châtillon. C'était il y a 2 ans. Il y a un jeune qui s'appelle ce jeune qui se fait lyncher, qui s'appelle Shemseddine, et en sortant du lycée, il se fait attraper, il se fait lyncher, il est mort. 4 suspects sont interpellés, 2 sont exclus d'une certaine manière de la procédure parce que vous comprenez. En gros, ils étaient juste là pour regarder. Et puis, il y en a 2 autres qui ont passé 2 ans en prison, mais à cause d'un vide juridique, tout simplement, ils ont été relâchés. C'était il y a quelques jours. Acclamation sur les réseaux sociaux, les copains qui les attendent, mise en ligne de victoire et de cris de joie, non seulement dans la ville ou accessoirement de Viry-Châtillon, où ils n'ont plus le droit d'aller. Et bien sûr, festivités et autres. Ça a forcément bouleversé la maman, ça a forcément bouleversé aussi toute la classe politique qui avait unanimement réagi, interpellée par ce drame. Je vous propose d'écouter l'ancien maire de Viry-Châtillon. C'est lui qui avait eu les mains dans le cambouis au moment de cette affaire. Et écoutez ce qu'il nous disait tout à l'heure sur l'antenne de Sud Radio. Avec une colère que je ne saurais calmer, parce que j'ai pas du tout envie de la calmer, cette colère. Vous savez, j'étais il y a 15 jours avec la maman de Shemseddine au ministère de la Justice. On a été reçu par un conseiller du garde des Sceaux. On peut pas imaginer, je crois pas en tout cas, moi je ne peux pas, même pas moi imaginer la douleur de la maman de Shemseddine qui ne comprend toujours pas. À chaque fois que quelque chose se passe en France, quand il y a un nouveau jeune qui se fait massacrer comme le jeune récemment, le jeune Louis, à chaque fois ça lui remue le couteau dans la plaie, si j'ose dire.
Le fameux couteau dans la plaie d'un maire qui a vu sa ville endeuillée, qui plus est de cette manière et qui apprend que là, les 2 suspects ont été relâchés uniquement à cause d'un vide juridique. Je vous fais l'historique très rapidement. Ce qui s'est passé, c'est que le Conseil constitutionnel n'avait pas accepté qu'une disposition reste dans la loi. Les députés ont mis du temps à se prononcer. Résultat, petit vide juridique. Donc, ils ont pu tout simplement sortir de prison. Comment vous avez réagi? Parce que les vidéos ont tourné. Ça entraîne plusieurs réactions depuis quelques heures. Noémie Alioua, tiens, pour commencer. C'est-à-dire que quand le droit empêche la justice, on ouvre la voie à l'anarchie. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que il y a manifestement dans cette affaire un gros problème d'injustice, un gros sentiment d'injustice qui est largement partagé et qui me semble assez juste, mais le droit lui-même tel qu'il est fait, parce que le droit est construit, vous le savez, on le construit, on le déconstruit, le droit il est lui-même sans cesse changeant, et bien le droit n'a pas pu et n'a pas réussi à faire en sorte que la justice soit dans cette affaire. Et effectivement, le danger, c'est l'anarchie. Le danger, c'est qu'ensuite la population, les gens veulent faire ensuite justice eux-mêmes parce qu'ils considèrent que l'autorité judiciaire n'a pas été en mesure de les protéger. C'est, comme on dit dans La Vérité si je mens, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ah bah de mieux en mieux les références autour de cette Mathias Lebas. Je vous voyais déjà faire des grands non. J'ai fait un bond sur ce qu'a dit Noémie, c'est sur le droit empêche la justice, parce que le droit n'a pas empêché la justice. Le droit a dit ce qui était juste. C'est donc moi je m'inscris en faux. Il y a un scandale. Effectivement, il y a un scandale énorme. Et effectivement, il faut penser à la maman de ce garçon. Ça doit être terrible pour elle. Mais le scandale, il n'est pas judiciaire. Il est politique. Il y a un scandale politique. Pourquoi? Le Conseil constitutionnel a donné 1 an à la majorité présidentielle et au garde des Sceaux pour combler ce vide juridique qui concerne en fait la détention provisoire des mineurs. Donc très bien, cette majorité avait 1 an. Pendant 1 an, rien n'a été fait. Donc c'est pas un problème de droit, c'est un problème de politique et de l'atonie de la majorité politique et du garde des Sceaux et du calendrier des gardes des Sceaux qui n'a rien fait pendant 1 an. Donc ça, c'est le coup de gueule de Mathias Leboeuf. Comment vous regardez ça, que ce soit Arnaud Bénédicte, Andréa Cotarac? Je suis d'accord, il y a une absence de droit. C'est bien le problème. C'est que parce qu'il y a absence de droit, parce qu'il y a vide juridique, qu'il y a en effet ce dysfonctionnement. Après, il y a quand même une responsabilité aussi des magistrats, et notamment du magistrat instructeur. En l'occurrence, quand même, parce que il y a, si vous voulez, quand vous écoutez, j'étais sur un plateau avant de venir avec le porte-parole du ministre de la Justice qui explique très très bien, en effet, la chaîne qui a conduit à cette décision. Le problème, c'est que, et là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, il y a un problème de droit. C'est-à-dire que le droit devient aujourd'hui, par sa technicité, impossible à appliquer, totalement inapplicable, et encore plus, totalement illisible et totalement incompréhensible pour la plupart de nos concitoyens. Il faut bien comprendre. Et même pour ceux qui l'appliquent et qui travaillent au quotidien. Et pour ceux même qui l'appliquent, qui ont des difficultés à l'appliquer, parce que vous avez des dispositions qui sont absolument contradictoires et qui mènent finalement à la situation que l'on rencontre aujourd'hui. C'est au législateur, du coup, de changer ça. Oui, mais à force d'ajouter, de modifier, d'essayer de pallier, on se retrouve aussi dans des circonstances où... que le droit est compliqué. Ah non, je découvre pas, je m'en désespère. Soit confronté aujourd'hui à une exigence de simplicité, je crois que tout le monde serait d'accord autour de ce plateau, ce qu'il ne fait pas, ce qui, en effet, pose problème. Après, quand même, force est de constater, et je pense que ce type d'événement va ne faire que l'accroître, c'est que on a un phénomène de défiance tout à fait justifié dans la justice, pour plusieurs raisons. Parfois, je veux dire, une justice qui est considérée comme trop laxiste, parfois une justice qui est considérée comme trop lente, et c'est une réalité. Et surtout, nous avons aussi un problème de responsabilité personnelle de ceux qui appliquent le droit, c'est-à-dire les juges. Cette question de la responsabilité personnelle, moi, ça fait 30 ans que j'en entends parler. Et aujourd'hui, il est très difficile d'engager, lorsqu'il y a une faute qui est commise, la responsabilité personnelle d'un magistrat. Donc, c'est quand même un vrai sujet en soi qui devrait, là aussi, être traité politiquement. Quand vous entendez cette affaire, amis auditeurs, 0826 300 300, est-ce que la justice sait encore protéger nos enfants? Vous voulez participer à la conversation, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Andréa Cotarac sur cette affaire. Oui, c'est un scandale. Un scandale d'État. C'est pas un scandale en l'espèce, c'est un scandale d'État. Pourquoi? Parce que, donc, on va simplifier un peu les choses, mais vous pouvez pas mettre en détention provisoire plus de 2 ans un mineur. Je vais un peu vite. C'est l'idée. Il y a 2 conclusions. 1, la justice est extrêmement lente.
Parce que 2 ans en détention provisoire sans procès, alors qu'objectivement l'affaire était plutôt claire, qui a été médiatisée dès le scandale dans le scandale de Chemseddine, et avec des enquêteurs qui ont travaillé très rapidement. Exactement. Et 2, qu'on considère encore les mineurs comme quelque chose de tout à fait exceptionnel, etc. Alors qu'on a là de véritables monstres. Je le dis comme je le pense. Mais c'est un phénomène de société. On a eu Lola, on a eu Philippine, on a eu Louis récemment, du côté de Narbonne, sur un chantier, filmé par ses agresseurs, etc. On a eu Marin à Lyon, vous vous souvenez, un jeune homme qui voulait séparer justement un homme qui tabassait quelqu'un d'autre, qui a été lui-même en retour tabassé. L'agresseur est aujourd'hui en liberté. Marin est handicapé à vie, l'agresseur est en liberté, il a eu même droit à des remises de peine de près de 18 mois. Donc à un moment donné, les Français ils veulent une chose assez simple, c'est la justice, mettre hors d'état de nuire des gens qui contribuent à cet ensauvagement. D'abord les assassins présumés et 2 leurs complices. Parce que quand vous filmez, que vous rigolez, que vous félicitez la sortie, la libération d'un assassin, c'est vous ce aussi qu'expliquait le maire tout à l'heure, dans ces 4 jeunes qui avaient été interpellés, 2 qui étaient sur les faits, enfin en tout cas sur les lieux, et qui apparemment ont été exclus de la procédure parce qu'ils n'y ont pas participé. Mais quand on filme ou quand on y est ou quand on participe ou quand on accompagne, on fait largement de complicité. 0826 300 300, la justice est-elle encore protégée nos enfants? Vous nous appelez, vous participez à la conversation. Mathias Leboeuf. Oui, je voulais interpeller Andrea. Encore bah oui. C'est plus une émission, c'est une interpellation permanente. Parce que il n'est pas au gouvernement. Mais justement, il est député. Vous êtes député. Porte-parole. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est pas les juges qui font le droit. C'est le législateur. On est d'accord, oui. Mais donc la responsabilité de la complexité du droit, c'est les politiques. Parce que là, encore une fois, la justice n'a pas dysfonctionné. Elle n'a fait, effectivement, il y a des vides juridiques, mais la justice n'a fait qu'appliquer le droit. Il a appliqué le droit, mais c'est vrai que de fait, dans toute la chaîne de dysfonctionnement, quand bien même ils ont fait appliquer le droit, quand on voit qu'il y a 2 ans uniquement pour faire un procès sur quelque chose qui était assez évident, là il y a aussi tout un dysfonctionnement qui est presque structurel, qui est beaucoup plus grave. Elle peut paraître laxiste, elle est trop compliquée, bien évidemment. 0826 300 300, vous avez entendu parler de ce drame, Chemseddine, c'était il y a 2 ans, c'était du côté de Véry-Châtillon, attendu à la sortie de son lycée, battu à mort dans les cages d'escalier, et là qu'est-ce qu'on a vu il y a quelques jours? Des jeunes, les principaux suspects de cette affaire, sortir de prison, acclamés par les copains, revenus donc sur le territoire duquel accessoirement ils sont interdits, faut-il encore le préciser, avec des scènes de liesse quasiment sur les réseaux sociaux et des gens qui s'en vantent. Est-ce que quand on voit cette défaillance, et puis on le disait, ils étaient en détention provisoire depuis près de 2 ans, ça veut dire que depuis 2 ans sur une affaire qui plus est aussi médiatique, aussi politique, la justice n'a pas accéléré. Est-ce qu'on sait encore protéger nos enfants? Venez en discuter avec nous, 0826 300 300, autour de la table d'Andrea Cotarac, Noémie Alioua, Arnaud Benedetti et Mathias Leboeuf. À tout de suite sur Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. 0826 300 300, vous participez à la conversation, vous êtes les bienvenus amis auditeurs. Autour de la table, Andrea Cotarac, Noémie Alioua, Arnaud Benedetti, Mathias Leboeuf. On est en train de s'interroger sur cette affaire. Certains disent non, c'est pas un scandale judiciaire, c'est un scandale d'État. Quand on voit ce qui s'est littéralement passé, quand on voit ces meurtriers présumés sortir de prison, alors j'ai envie de dire, il y a le scandale dans le scandale. Il y a le premier scandale qu'ils ont passé 2 ans en détention provisoire. 2 ans en détention provisoire, ils sont sortis libérés. Premier scandale. Deuxième scandale, c'est évidemment ce qu'on voit, et les vidéos sorties de prison, et super héros de te retrouver, la brute qui s'appelle, ça dit quelque chose. Violation évidemment de toutes les interdictions parce qu'ils retournent sur les territoires dont ils étaient interdits, et j'ai envie de dire, il y a le scandale dans l'affaire aussi. Il y a le scandale dans l'affaire aussi qui est que la place Vendôme n'est pas en mesure de communiquer le nombre de détenus qui ont été libérés suite à ce vide juridique. Donc à l'heure où on se parle, il y a peut-être plein de parents, jeunes hommes, jeunes femmes, grands-parents, je ne sais pas, inquiets de savoir si la personne qui était en détention provisoire dans une affaire grave n'est pas en train actuellement de ressortir. C'est ça aussi qui pose problème, Noémie. Il y a une folie là dans cette affaire, et on comprend aussi la colère. Moi, j'entends dans les différents médias depuis ce matin un certain nombre de gens qui s'expriment et qui sont en colère, qui trouvent que c'est révoltant justement de ne pas être protégés suffisamment par l'État comme il devait l'être. Je vous rappelle la théorie de l'état de nature qui est quand même à la base du contrat social. C'est-à-dire que les citoyens français, les citoyens en général, acceptent de renoncer à certaines de leurs libertés
ils acceptent un certain nombre de devoirs en échange de la sécurité. Si l'État n'est plus capable d'assurer leur sécurité, on en arrive encore une fois à la guerre de tous contre tous. Ça a été théorisé très bien à l'époque par Hobbes, donc les plus grands philosophes ont pensé déjà à ces questions-là, et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et comment est-ce qu'ensuite on peut reprocher aux gens de vouloir se faire justice eux-mêmes? Comment est-ce qu'on peut reprocher ensuite aux gens de vouloir trouver des solutions pour faire la justice sans la justice? C'est ça le danger. On est en train de décrédibiliser l'institution judiciaire et effectivement l'appareil d'État qui est censé le protéger. Et derrière, on ne pourra pas, en plus, avec toutes les affaires qui se succèdent, empêcher les Français de penser que la justice a une part de responsabilité. On discutait en antenne, sans trahir le secret du off, normalement qui s'impose dans ce studio quand les micros sont coupés. On le disait, quand on voit ce qui s'est passé avec l'affaire Elias, quand on voit aussi, évidemment, avec d'autres natures, ce qui a pu se passer dans l'affaire Liana, un certain réflexe de la part de l'institution de dire « Ah ben non, c'est jamais moi ». On rappelle que dans l'affaire Elias, ce sont des personnes qui ont pris la décision, qui ont refusé on va dire, de voir les parents, de rencontrer les parents, qui n'ont pas non plus été sanctionnés. Donc tout ça provoque, si vous voulez, c'est pas un sentiment de quelque chose. La provoque chez les Français quand même quelque chose de l'ordre peut-être de la rancœur, au-delà peut-être plus, c'est de l'incompréhension totale. Regardez encore une fois toutes les études d'opinion depuis de nombreuses années, la défiance ne cesse de s'accroître vis-à-vis de l'institution judiciaire. Et ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est que chaque fois qu'il y a un questionnement sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire, vous avez en retour une défense qui apparaîtra corporatiste de la part d'un certain nombre de professionnels de la justice, les magistrats en l'occurrence, qui refusent tout questionnement politique sur le fonctionnement judiciaire. Mais là où les politiques ont une responsabilité, c'est qu'ils ont abandonné le terrain politique sur justement cette question judiciaire. Parce que tout simplement, pendant des années et des années, on a considéré qu'ils prenaient un trop grand nombre de libertés vis-à-vis justement de la justice. Et en retour, la justice a repris le pouvoir d'une certaine manière vis-à-vis des politiques. Mais moi, je pense que l'élection présidentielle venant, la question de la réforme de l'institution judiciaire devra est presque inéluctable. Mais elle devra être posée véritablement. Noémie Alioua sur la place du juge, en tout cas, qui a repris de plus en plus la main sur la politique, comme le disait Arnaud, et même on le voit tous les jours dans le débat public, la justice devient un véritable point d'interrogation, objet de débat, parfois violent, virulent. Plus qu'un point d'interrogation, c'est-à-dire que le voile qui était censé protéger l'institution judiciaire, qui était une sorte de voile de neutralité, a été arraché avec ces dernières affaires. Et on voit une justice de plus en plus idéologisée, ou en tout cas des magistrats de plus en plus idéologisés. Et ça, c'est très inquiétant. Alors, c'est ce que vous voyez. Oui, c'est ce qu'on voit, c'est objectif. Souvenez-vous déjà de l'affaire du mur des cons, ça remonte maintenant il y a plus d'une dizaine d'années. C'était mon ami Clément Veil-Rénal qui avait sorti cette affaire, c'est-à-dire, souvenez-vous, il était rentré au syndicat de la magistrature pour faire notamment des interviews, et qu'est-ce qu'il avait vu à ce moment-là? Il avait vu effectivement un grand mur sur lequel étaient étiquetés un certain nombre de personnalités politiques de droite avec plus ou moins des insultes, ce qui montrait qu'au fond, il y avait bien une idéologie de gauche derrière la justice, derrière l'un des plus grands syndicats de la magistrature aujourd'hui, ce qui disait aussi, et c'est très important, les conséquences de ça, ça veut dire aussi que les mesures qui sont rendues sont des mesures qui sont biaisées. Et ça, c'est très important. Alors, certains disent qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être faire comme aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, les juges sont élus. Et finalement, ça pourrait être une solution qui est parfois mise sur la table. Cette idée qu'au fond, si de toute façon, les magistrats sont idéologisés, et notamment de gauche, et ben dans ce cas-là, qu'il y ait des magistrats de gauche et de droite, au moins, ça permettrait d'avoir une sorte de... Non, et Mathias Leboeuf après. Puisque la neutralité n'existe pas, eh bien, essayons au moins la diversité d'opinion. Ça pourrait être dans le camp des magistrats, ça pourrait être une proposition. Andrea Cotarac, Mathias Leboeuf, et on ira ensuite au standard où Olivier nous attend. Moi, très rapidement, je pense que c'est surtout la victime qu'il faut aujourd'hui mettre en avant dans le cadre de cet ensauvagement qu'on vit dans la société. D'abord, plus de remise de peine pour les personnes qui sont condamnées à avoir violé l'intégrité physique des gens. Il faut resacraliser l'intégrité physique. 2, faire en sorte que il y ait une fin d'excuses de minorité, puisqu'on ça fait aussi partie de cette débat, affaire. Là, ouais. 3, on peut se poser aussi la question délictuelle de personnes qui célèbrent, qui communiquent la libération de monsieur qui participe à la publicité de ce genre. À cette participation d'ensauvagement dans la société. C'est vraiment une question que je pose. Et dernier point, il faut que ce soit collectif. Si Chemseddine sortait de l'école, la ville pourrait se porter partie civile. Si un professeur est attaqué dans un lycée, la région devrait se considérer comme victime et se porter partie civile. C'est un ensemble de choses qu'il faut inverser aujourd'hui. Mathias Leboeuf.
Alors, il y a plusieurs choses. Que la justice soit en proie complètement à l'extrême gauche et que tous les jugements soient rendus de façon idéologique, moi j'y crois absolument pas. Déjà parce que tous les jugements sont motivés en droit. Alors il peut y avoir des interprétations. Le droit est interprété, vous le savez. Noémie, c'est ce que j'allais dire. Il peut y avoir des interprétations, mais enfin quand même, les interprétations, on va pas de tout à rien. Il y a un code pénal, il y a des tas de codes qui encadrent les jugements. Premièrement. Deuxièmement, le syndicat de la magistrature, qui est un repère de gauchistes incroyables, révolutionnaires, anarchistes, libertaires, fait même pas 30% du syndicat des magistrats. Le premier magistrat, c'est l'USM. Le premier syndicat de magistrats, c'est l'USM. Donc, faut relativiser nuance ça. sur ce repère factuellement, faut relativiser ça. Ensuite, juste une chose sur l'élection des juges. Mais alors là, c'est incroyable parce que regardez l'état de la justice aux États-Unis, c'est quand même pitoyable. Dernière chose, je voulais rappeler parce que factuellement, on est journaliste. Ces jeunes qui ont été libérés, ils n'ont pas été innocentés. Ils sont sous contrôle. Personne l'a dit. Libérés. Après la détention provisoire, mais vous avez raison de le rappeler. Mais ils ont violé le contrôle judiciaire. Ce qui ne devrait pas être là où ils sont. Ils n'ont pas été innocentés. Ils sont sous contrôle judiciaire. Peut-être qu'il sera violé. Apparemment, ils l'ont violé puisqu'ils sont sur la commune de Viry-Châtillon. Totalement. Ils ne devraient pas y être. Chose très importante, ils vont être jugés en assises, et il faut le rappeler, et j'espère qu'ils prendront cher, effectivement, mais ils sont toujours passibles d'être jugés en assises. 0826 300 300, on est avec vous, Olivier, bonjour. Bonjour à tous. Comment vous regardez-vous, par exemple, la justice en tant que citoyen, Olivier? Vous avez entendu ce qu'on vient de dire sur cette affaire tragique de Chemseddine. Est-ce que oui, la justice a encore protégé nos enfants? Est-ce que pour vous, il y a un véritable problème de laxisme? En tout cas, pour vous, vous êtes un citoyen interrogatif actuellement sur la justice? Alors oui, je trouve que tout ce qui a été dit est très pertinent sur votre plateau, comme d'habitude. Merci Olivier, ça fait plaisir. Je vous en prie. Moi je suis plutôt à droite, mais l'élection des juges me paraît être un truc un peu pas une bonne solution, parce que d'abord, d'une façon générale, il y a encore la moitié des gens que je teste qui savent pas ce que c'est qu'une ZFE. Alors vous imaginez si on leur demande de voter sur un truc aussi sensible que la qualité ou pas d'un juge, je pense que c'est pas l'idée. Mais je pense surtout que la justice soit on croit en la démocratie, soit on n'y croit pas. Allez-y Olivier, poursuivez le propos. Donc ça n'a pas tellement d'intérêt. D'abord, ils votent pas, et quand ils votent, c'est souvent extorqué. Vous avez une poignée de gens comme vous et moi qui sont intéressés sur les sujets, quel que soit le sujet, et qui ont un avis éclairé qui peut être bon ou mauvais, mais au moins ils peuvent justifier de ce qu'ils font. Mais les 3 quarts du temps, quand moi je teste les gens autour de moi, c'est pas le cas. Bon, pour revenir plutôt, la fabrique a fabriqué les crétins. C'est plutôt ça, moi, mon idée. Et la deuxième chose, c'est pourquoi on n'a pas de sanctions fortes dès la première infraction. Pour inverser le truc. Moi qui ai travaillé un peu dans une banlieue assez dure dans les années 90, je peux vous dire que des enfants de 8, 9, 10 ans qui tiennent le mur le mercredi, le samedi et le dimanche, j'en ai vu plein. Pourquoi ? Parce que quand la famille est dysfonctionnelle, et alors là, il y a plein de raisons différentes d'être une famille dysfonctionnelle, mais le plus souvent, je suis une mère célibataire avec un mec qui s'est barré, et ben je peux pas assumer tout. Et donc, comme il est hors de question, même pour moi, de contrôler les naissances, c'est une aberration totale, j'ai déjà entendu l'idée, il faudrait que l'État accepte que, comme tout le monde peut faire des enfants, alors il y a un devoir de protection, comme faisait Jules Ferry. Et puis il y a un devoir de protection et même de responsabilité, d'attention vis-à-vis des enfants qu'on a, et c'est d'ailleurs la responsabilité des parents en fait qui revient toujours à un moment ou à un autre au centre du débat quand on voit ces affaires-là. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Il est 11h28 et ça y est, la décision vient d'être rendue. L'affaire des réseaux sociaux, c'est le rapport européen. Ursula von der Leyen s'est exprimée. Alors j'ai envie de dire tout ça pour ça parce que elle prônait un accès gradué des mineurs. Donc c'était vraiment tout ce que sait faire l'Europe, quelque chose de vraiment clair, précis et ambitieux. On en parle avec vous. Nous, on va être un peu plus ambitieux qu'Ursula von der Leyen. C'est notre côté ici, Parlons Vrai à Sud Radio. On va tout simplement se poser la question, est-ce que oui ou non, il faut une majorité réseaux sociaux? C'est-à-dire que je vais vous poser une question, je vous préviens autour de la table, il n'y aura pas de surprise à ce micro. Oui ou non, est-ce qu'il faut avoir, je sais pas, 15 ans, 16 ans, et à partir avant cet âge-là, interdiction des réseaux sociaux? Tiens, peut-être que vous nous écoutez, vous avez des adolescents, vous avez des enfants à la maison, vous êtes parents, grands-parents, peut-être que vous avez, et si je vous le souhaite, venez précisément partager ça donnera plein d'idées à tout le monde. Quelques idées pour interdire les réseaux sociaux. Vous avez trouvé un compromis, vous discutez avec votre ado de tout ça, mais venez répondre et participer à la conversation au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo.
On continue d'échanger, on continue de discuter, on continue de vous écouter aussi, amis auditeurs, au 0826 300 300. Vous pouvez également, bien sûr, nous écrire par mail. Vous avez le site sudradio.fr, vous avez les réseaux sociaux, vous avez également l'application. Notre dernier sujet de débat, avant de passer au coup de cœur et au coup de gueule, ça va être les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un rapport de la Commission européenne qui est sorti. Là, bon, alors j'ai envie de dire, on dirait du en même temps, parce que c'est vraiment Ursula von der Leyen qui prône un accès gradué des mineurs aux réseaux sociaux. Bon, ça, on avait compris. Nous, je vous préviens, on n'est plus cash ici autour de la table. On va s'interroger. On vous interroge, j'interroge les camarades autour de la table, à savoir, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement une majorité réseaux sociaux? Vous êtes parents, grands-parents, vous êtes peut-être, je sais pas moi, prof, vous travaillez avec des enfants, vous avez trouvé la bonne technique, ou vous avez pris une décision claire, c'est pas de réseaux sociaux, c'est pas avant 16 ans, il y a un contrôle parental, vous les surveillez à travers un écran, j'en sais rien, mais venez en parler en tout cas autour de la table au 0826 300 300. Je vous pose la question, je vous avais prévenu, c'était mon petit côté fausse interro surprise. Est-ce qu'il faut, oui, une majorité réseaux sociaux, ou considérer peut-être que ça fait aussi partie de la liberté de l'adolescence que d'avoir accès à ces plateformes? Est-ce qu'il faut, Noémie Alioua, je me tourne vers vous en premier, est-ce qu'il faut une majorité réseaux sociaux, 15, 16, 17, 18? Ce que je trouve très important, c'est de dire que ce n'est ni à Ursula von der Leyen, ni à la Commission européenne, ni même au droit de déterminer ce qui relève de l'éducation. Il y a un moment donné aussi où le droit doit avoir des limites. Là, on parle de la cellule familiale, on parle du privé, on parle de l'éducation qui est faite par les parents. Il y a des lois qui relèvent de l'éducation. Ce n'est certainement pas ni à la Commission européenne, ni à qui que ce soit de déterminer ce qui relève, encore une fois, de l'éducation de l'enfant. Vous imaginez, sinon demain on va pouvoir discuter de savoir combien est-ce qu'il faut de cuillères de soupe donner à son enfant. Est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3? Si c'est 3 ou 4, sinon vous risquez d'aller en prison. Non mais sérieusement, soyons sérieux. Il y a on a l'ADEME en France pour ça. L'éducation relève de l'autorité parentale. Il y a quand même, vous savez, mon dernier livre, c'était La terreur jusque sous nos draps, c'était justement pour faire en sorte que le féminisme policier n'entre pas dans la chambre à coucher. Je crois vraiment à cette distinction entre le public et le privé, et ce qui relève du privé doit rester dans le privé. C'est très important, sinon, en fait, ce qui relève de l'intimité est délégué à l'État, et alors là encore plus à l'État supranational qui est. Et donc vous avez dit quoi? Pas d'âge? Parce que vous n'êtes pas prononcé. Ça relève des parents. Donc responsabilité individuelle, on fait confiance. Pas d'âge, c'est les parents. Arnaud Benedetti, Mathias Leboeuf, Andrea Cotarac. Je pense exactement la même chose. Je pense que c'est la responsabilité des parents aujourd'hui de veiller à s'ils acceptent ou non, je veux dire, que leurs enfants aillent sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'en effet, il faut les contrôler, mais c'est le contrôle parental. Mais est-ce qu'il y a pas, pardonnez-moi, ça c'est vous êtes tous les deux, je sais, des optimistes et des gens qui réfléchissent à ces questions, mais il y a aussi. C'est pas une question d'être optimiste, c'est une question. Je veux dire, le principe de la responsabilité. Oui, vous allez dire, vous faites confiance aux parents. Quand on a des enfants, me paraît un principe qui doit en effet s'appliquer. Arnaud, on peut être des parents responsables et pour autant peut-être ne pas avoir, pour plein de raisons, Arnaud, je sais pas, tout simplement une incapacité à comprendre le phénomène des réseaux sociaux. Regardez tous les jeunes qui ont eu de véritables problèmes et d'addiction, et pire parfois aux réseaux sociaux. Les parents, mais les parents n'ont pas toujours. Mais je ne déresponsabilise pas. Entendez. Non mais d'accord, mais c'est pas parce que, mais excusez-moi, c'est pas parce que vous interdisez pas les réseaux sociaux à vos enfants que vous en occupez pas. Simplement, vous pouvez ne pas saisir l'enjeu des réseaux sociaux dans un foyer, Noémie. Si vous laissez 15 heures par jour sur leur tablette à 3 ans, bien sûr que oui, vous avez. On parle pas de ça, Noémie. On parle pas de ça. Il y a un enfant, si vous lui donnez un téléphone parce qu'il doit prendre régulièrement le bus ou aller à la salle de sport, vous n'imaginez pas le nombre de réseaux sociaux, de plateformes un peu sombres sur lesquelles il peut traîner. Et c'est pas pour autant, si vous voulez, que vous êtes un parent irresponsable. Simplement, vous êtes peut-être pas en tant que parent forcément alerte sur tous les sujets de demain, d'après-demain et des sujets qui peuvent, dans l'intimité d'une chambre, faire. Il y a un moment, on connaît le monde dans lequel on vit. Fallait répondre quoi aux parents? Vous les assumez. Noémie, qu'est-ce qu'on doit dire dans ce cas-là aux parents qui ont perdu leur enfant parce qu'ils traînaient trop sur TikTok? Vous avez juste pas été responsable, c'est ça? Peut-être qu'ils ne se rendaient pas compte. Vous avez une responsabilité. Je veux dire, l'enfant. C'est horrible de dire ça, Noémie. Un enfant de 12 ans, si vous laissez 15 heures par jour sur TikTok, des adolescents de 16-18 ans, à cause d'algorithmes chinois, vous en êtes responsable. Moi, je crains que derrière la nécessaire vigilance vis-à-vis de l'usage par les enfants des réseaux sociaux, il y ait malheureusement d'autres intentions. D'autres intentions. Le problème, c'est quoi les autres intentions? D'autres intentions, c'est le contrôle des réseaux sociaux, tout simplement. Je veux dire, c'est la question de l'identité numérique qui se pose et que vous ne protégez plus à travers un contrôle justement de l'âge des utilisateurs. Donc, vous voyez bien qu'il y a ça aussi derrière. On ouvre une boîte de Pandore qui me paraît particulièrement préoccupante. Mathias Leboeuf, Andrea Cotarac. Alors moi, je suis fondamentalement contre l'interdiction. C'est un syndrome très français. Dès qu'il y a un truc qui dérange et qu'on sait pas quoi faire. Européen, hein. Oui, mais
mais notamment, on se pose la question pour la France, ça peut être étendu à l'Europe, on interdit. Et je pense qu'effectivement, ça relève de la liberté individuelle et que c'est une atteinte à la liberté individuelle, d'autant plus que arriver à interdire les réseaux sociaux aux mineurs, ça me paraît difficilement applicable. Il y aura toujours des contournements sur l'ouverture de comptes qui sont... Bon, voilà. À la limite, c'est déjà le cas, parce que je crois que pour la plupart des réseaux sociaux, on vous demande bien si vous avez 18 ans, etc. Juste une chose qui me paraît... En revanche, donc, effectivement, ça relève à la fois de la responsabilité des parents, mais ça a échappé à personne qu'un certain nombre de parents étaient défaillants, et surtout, ça relève de la responsabilité de l'État sur le contrôle des publications. Moi, c'est ça qui me fait halluciner. C'est pas très difficile, algorithmiquement parlant, de contrôler les publications. Sur Facebook, si vous voulez mettre du porno, vous pouvez pas mettre du porno. Donc pourquoi on fait pas la même chose sur les messages de haine et sur les incitations à la haine, sur le racisme, ces choses-là, ou sur des propos déplacés politiquement. Vous ici à Sud Radio, vous êtes contrôlés. Vous pouvez pas dire n'importe quoi. Si vous avez des appels à la haine ou si vous avez des messages racistes, vous êtes sanctionné. Pourquoi les réseaux sociaux sont un espace absolument complètement dérégulé? Il y a une question de souveraineté numérique de la France qui est fondamentale et qui est extrêmement importante. Et là-dessus, en termes de souveraineté numérique, on est à la ramasse totale. Il faut que l'État reprenne. André Cotarac. Non, mais moi je partage ce que dit tout à l'heure sur les uns et les autres, sur les parents. Oui, les premiers responsables, c'est les parents, parce que la première cellule, c'est une cellule familiale. Voilà. Mais ceci dit, pour répondre à Mathias Leboeuf, pourquoi est-ce que on n'interdit pas ceci ou cela sur les réseaux sociaux? Parce que ces réseaux sociaux ne sont pas français ni européens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, TikTok, et tu l'as dit, c'est des algorithmes chinois, mais bien sûr, qui sont déversés pour la jeunesse européenne, sur la jeunesse européenne. Mais ces algorithmes-là, parce que franchement, TikTok en Chine, c'est pas la même chose. Ah oui, mais... sur TikTok, ces mêmes algorithmes de TikTok sur la jeunesse européenne ne sont absolument pas les mêmes sur la jeunesse chinoise. Donc il y a d'abord une stratégie d'État. 2, il n'y a pas que TikTok, Facebook, Twitter et tout le reste, ce sont des réseaux américains. Et donc moi la question que j'analyse ça de la sorte, c'est que pourquoi est-ce qu'on interdit à chaque fois, on interdit? Mais parce qu'en fait, pas faire autrement. On est derrière les autres. On n'a pas de réseau social français, européen. On n'a pas créé nos réseaux sociaux, nos règles, notre manière de voir pour la jeunesse du continent ou de la jeunesse nationale. Et donc on interdit, on court après les autres et on demande. Et dernier point, moi je vais être encore plus loin. Quand je vais voir plus loin en Australie par exemple, etc., il y a plusieurs analyses qui se font sur l'étude du cerveau de nos enfants. C'est-à-dire que quand vous écrivez à la main, c'est-à-dire je vais même beaucoup plus loin que le réseau social. Quand vous écrivez un mot à la main ou que vous écrivez un mot sur une tablette, le cerveau ne fonctionne pas de la même sorte. C'est-à-dire qu'un cerveau plat, monotone, ridicule, qui ne s'éveille pas, qui ne travaille pas, ça c'est quand vous écrivez à la tablette. Quand vous écrivez un mot à la main, c'est l'ensemble des cellules de votre cerveau qui s'activent et qui crée le cerveau de demain. C'est vrai pour toutes les techniques. Souvenez-vous, Marshall McLuhan qui avait écrit un bouquin dans les années 60 qui s'appelait La galaxie Gutenberg et qui expliquait bien que l'évolution des techniques, les dynamiques techniques transformaient les capacités cognitives et transformaient également les civilisations. Donc il y a un impact de la technique évidemment sur à la fois la façon dont nous apprenons, dont nous approprions le monde et la façon dont on organise également la société. D'autant plus que là, c'est des techniques qui ne sont pas neutres et qui sont générées par l'IA. L'outil n'est jamais neutre. Oui, non, mais ce que je veux dire, tu as raison, mais Heidegger a réfléchi à ça aussi, et voilà. Mais la technique, c'est jamais neutre, elle a toujours un effet, mais là, on est en plus sur une technique active, c'est-à-dire vraiment active, quoi. Il y a aussi cette question, puisque vous parliez de l'exemple chinois. Moi, j'ai toujours été un peu frappé, notamment quand j'entendais, c'était Gabriel Attal qui avait fait ça, de dire bon, on pourrait imaginer qu'à partir de 20h, je sais pas, on fasse un écran noir sur tous les réseaux sociaux. Il faudrait s'inspirer de la Chine. Moi, je trouve ça toujours frappant que de plus en plus de dirigeants occidentaux, si vous voulez, s'inspirent de certaines dictatures, même si ça a sans doute beaucoup d'effets sur les réseaux sociaux, pour essayer de résoudre un problème en France. Est-ce que ça non plus, on s'y est pas habitué? C'est ce qu'on a fait un peu pendant le Covid. Quand même, il faut le rappeler. Je vous voyais faire une moue nuancée. Non, parce que moi, je vais vous dire une chose. Je suis pas plus anti-TikTok que anti-Twitter ou je ne sais quoi. Je veux dire, ce sont des produits étrangers, américains. Aujourd'hui, en Europe, le gros problème qu'on a, c'est que, j'ai vu ça il y a encore 6 mois,
on était fou furieux que BYD, la marque chinoise voiture électrique, ait dépassé en Europe Tesla, qui est une marque de voiture électrique américaine. Mais moi, ce qui me choque là-dedans, c'est pas que les Chinois aient dépassé les Américains, et nous. C'est-à-dire que tout ça se passe sur notre continent et on est très en retard sur le reste. Et vous savez ce qui se passe. C'est un réveil un petit peu français. Je pense que la France a toujours été le volcan de l'Europe et qu'il est temps que la France puisse influencer tout le continent européen sur justement le réveil volcan. Très Chateaubriand ce matin, Andrea Cotara. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça aussi, ça se passe sur Sud Radio. Vous parliez ça se passe chez nous, ça se passe aussi dans le foyer de tous nos auditeurs, notamment Hugo qui vient de nous passer un coup de fil. 0826 300 300. Hugo, bonjour. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, Hugo. Vous avez des enfants, vous utilisez les réseaux sociaux. Expliquez-nous un peu votre rapport, vous, aux réseaux sociaux. Alors moi les rapports c'est on va dire à dose homéopathique et il faut les utiliser puisque on peut aussi aller à la découverte de certaines choses qu'on ne voit pas à la télévision ou dans les médias classiques. C'est quelque chose où on est moins passif également puisque on peut vraiment aller chercher, aller aussi s'instruire, on peut découvrir beaucoup de choses. Maintenant que ça devienne quelque chose qui soit vraiment addictif, c'est là où est le danger. En tant que parent, je pense que notre rôle est avant tout de pouvoir contrôler ce genre de choses et très souvent malheureusement les adultes ne montrent pas l'exemple. Alors moi je ne suis pas pour une interdiction, je suis pour que le raisonnement pour que chacun puisse à bon escient utiliser les réseaux sociaux et quand on voit encore dans notre pays qu'on voudrait mettre des interdictions, c'est-à-dire qu'on va encore une fois de plus ouvrir la boîte de Pandore pour finalement au bout du compte c'est ce que disait notamment tout à l'heure Arnaud Benedetti. Mais vous Hugo, vous disiez voilà à la maison j'ai mes enfants etc. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous gérez un peu vous ces réseaux sociaux? Ils en ont, vous les contrôlez, il y a un contrôle parental, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de l'école, ils mettent ça dans une panière avant d'aller se coucher? Non, déjà les écrans, je pense que avant le coucher, c'est pas quelque chose qui soit fantastique, que ce soit ça, les jeux vidéo ou autre chose. Après, c'est ce que l'on y trouve, c'est un petit peu partout le même problème pour beaucoup de sujets. C'est ce que l'on va y chercher, ce que l'on va trouver et sur quoi on va accrocher ou pas. Alors il y a un contrôle qui doit être fait effectivement. Il y a les contrôles parentaux aujourd'hui, et puis il y a de réduire, on va dire, l'utilisation de l'écran, que ça soit sur un portable, une tablette, la télévision. Ça peut être des vidéos, ça peut être toutes ces choses qui sont aussi néfastes, je pense. Aujourd'hui, mes enfants sont plus orientés sur ce qui est le jeu en famille, les jeux de société, sur est-ce que ça fait de la bonne paye? Est-ce que ça fait du Monopoly? Est-ce que ça fait du Jungle Speed? Hugo, on veut des exemples concrets. On veut rentrer un peu dans votre salon, là. On va rentrer dans mon salon. Donc oui, il y a du Jungle, il y a le Monopoly, il y a tous ces jeux que l'on trouve dans les médiathèques. C'est se déplacer dans les médiathèques, c'est découvrir de nouveaux jeux, c'est aller à la rencontre des gens. Donc en fait, Hugo, vous dites ouvrir l'esprit des enfants. Déjà, vous parlez de la médiathèque. Je serais curieux quand même de savoir aujourd'hui combien de parents prennent le temps. Il y en a bien sûr, mais prennent le temps d'emmener leurs enfants à la médiathèque pour les livres, pour les certains. Je sais même plus s'il y a encore Hugo, il y a encore des DVD dans les médiathèques ou pas? Oui, il y a effectivement des DVD encore dans les médiathèques. On trouve ça, les DVD, la lecture. On trouve des jeux vidéo aussi. On peut même s'installer pour faire des parties. Mais oui, vidéo. Petit FIFA avec les fistons, Hugo. Vous avez totalement raison. En plus, la période y est propice. Merci beaucoup de nous avoir passé des livres, un coup de... Des quoi? Des livres. Je sais pas ce que c'est. Merci beaucoup, Mathias Leboeuf. En tout cas, merci Hugo de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Il est radical comme on aime, Hugo. Il nous appelle. Il nous dit moi c'est très simple. Il y a pas de réseaux sociaux. Ils font autre chose. Ils lisent. Ils trichent au Monopoly. Bref, une jeunesse normale finalement. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil 0826 300 300. Il est 11h46 dans un instant. Les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. À tout de suite. Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. L'air de t'y connaître. On ne peut pas tout dire dans quoi j'y connais. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un établissement dans lequel j'allais, rue Princesse, qui hélas aujourd'hui n'est plus accessible comme avant, que vous voulez. C'est comme ça. 0826 300 300 tout au long de l'émission, entre 12h30 et 13h. Vous le savez, vous aurez la parole. La France au bout du fil. Vous nous appelez, vous voulez réagir à ce que vous avez entendu. Eh bien, ça tombe bien. Le micro vous est ouvert, amis auditeurs, et on termine cette période de débat par les coups de cœur et les coups de gueule des uns et des autres. J'ai peut-être commencé par vous, Arnaud Benedetti, parce que c'est un appel d'une certaine manière que vous voulez passer. Oui, alors je sais pas si c'est un coup de gueule ou c'est un coup de cœur, c'est un constat. En tout cas, on est en pleine phase finale de la Coupe du Monde. Je rappelle qu'on a un journaliste français qui est un journaliste spécialisé dans le football, qui est toujours pris en otage en Algérie. On nous avait promis sa libération au moment de la visite du pape. On nous avait promis sa libération au moment du démarrage de la Coupe du Monde en nous disant que les Algériens ne pouvaient pas faire autrement que de libérer Christophe Glaise. On nous a promis sa libération le 5 juillet
juillet lors de la fête nationale algérienne. Malheureusement, Christophe Glaise est otage. On n'en parle pas suffisamment. Il est quand même quelque peu oublié. Et surtout, force est de constater que la stratégie qui a été adoptée pour soutenir Christophe Glaise, c'est-à-dire une stratégie de silence, de réserve, alignée complètement sur les consignes du Quai d'Orsay, est une stratégie qui mène à une impasse. Voilà, c'est tout. L'impasse Christophe Glaise, vous êtes d'accord avec ça, Noémie ? Ah bah bien sûr, on sait que le Quai d'Orsay n'a pas beaucoup pris à bras-le-corps cette question-là, comme il n'avait pas beaucoup pris à bras-le-corps la question de Boualem-Sansal. Je rappelle d'ailleurs que Arnaud Benedetti a présidé le comité de soutien de Boualem-Sansal avec Noël Lenoir. Je faisais partie également. C'est Noël qui a présidé. Elle le présidait. Tu étais secrétaire général, c'est ça ? Voilà, tu étais secrétaire général, mais tu étais extrêmement actif pendant un an pour participer à la libération de Boualem-Sansal. Vous avez fait un travail parallèle à celui de la diplomatie française. D'ailleurs, ça vous a été reproché. Noël Lenoir l'avait dit dans certaines colonnes. Elle l'avait dit ouvertement qu'un certain nombre de personnes qui travaillent pour le Quai d'Orsay avaient tenté de dissuader le comité de soutien de Boualem-Sansal de parasiter même certaines initiatives. Son action, pour leur dire au fond, vous êtes en train de parasiter notre travail. Or, ce travail était essentiel, nécessaire et a permis la libération de Boualem-Sansal. On voit qu'aujourd'hui, la diplomatie française au fond ne fait pas tout ce qu'il faudrait faire pour défendre son concitoyen bloqué à l'étranger, comme ça n'avait pas été fait non plus pour les 2 Français qui sont restés bien longtemps dans les geôles iraniennes. C'est triste, vous savez, quand on voit d'autres pays qui sont prêts à tout pour se battre pour leurs concitoyens à l'étranger, on regrette que ce ne soit pas notre cas suffisamment. André Cotarac. Oui, non, c'est surtout que moi je suis un amoureux du ballon, du foot. Ça aurait pu être ambigu. Que Christophe Glaise a travaillé là-dessus, que c'est pour des raisons fallacieuses, mais en lien avec le foot, les autorités algériennes ont inventé une condamnation. Donc je salue à la fois le travail de M. Benedetti qu'il avait fait pour Boualem-Sansal, et je suis très heureux qu'on n'oublie pas Christophe Glaise après la libération de Boualem-Sansal. Donc voilà, libérons Christophe Glaise. Libérons aussi Je m'associe à tout ce qui vient d'être dit, bien évidemment. Et évidemment, mot de rassemblement de Mathias Leboeuf. Tiens, gardez la parole, mon cher Mathias, parce que c'est un coup de cœur dans le lien avec le foot, justement, aussi. En lien avec le foot, coup de cœur pour les mots de Pedro Sanchez, que le meilleur gagne et que le racisme perde. Déclaration de Pedro Sanchez, donc, qui se fait à l'occasion de la réaction à son prédécesseur, Mariano Rajoy, qui avait, affirmé que l'équipe de France était une équipe sans Français, eu égard à l'origine de certains des joueurs. Et justement, Pedro Sanchez a pris la parole, il a fait une déclaration pour rappeler que justement l'appartenance à un pays ne se mesure ni au nom de famille, ni au lieu de naissance, ni à la couleur de la peau, mais à l'attachement du pays et à la volonté d'y contribuer. Et il a salué la France en disant c'est le sport qui doit primer. Et j'ai trouvé que c'était très honorable de sa part de faire cette déclaration, parce que j'ai été assez frappé, je ne sais pas si c'est votre cas, je trouve que dans ce mondial, il y a eu une résurgence très forte des propos et des actes racistes. Et dans les tontons du mondial, qui est le rendez-vous de Sud Radio, justement, que vous retrouvez en quotidienne de 20h à 21h, on a justement accordé, Joseph Ruiz, son équipe, Emmanuel Galasso aussi, ont accordé beaucoup de temps sur ces questions. Est-ce que c'était pas la Coupe du Monde du racisme quand on a vu le nombre hallucinant de déclarations racistes, mais aussi bien sur le terrain que en tribune, que de la part de certains commentateurs extérieurs, c'était quelque chose d'absolument hallucinant. Extrêmement inquiétant. Et je pense qu'on pourrait faire une émission avec chaque nouvelle polémique quotidienne en se focalisant sur un cas particulier. André Cotarac, l'amoureux du... Allez-y, Mathias, finissez. Puisque Andrea connaît et aime le football. Moi, j'ai pas entendu le Rassemblement national monter au créneau là-dessus, et notamment sur les déclarations de Rajoy. Et je m'étonne un peu que vous soyez pas, plus exprimé sur ce sujet-là. Alors, si vous me posez la question, je vais vous répondre très clairement. Moi, je suis partisan d'une nation française où la couleur de peau intervient après, la religion après. On est d'abord et avant tout des Français. Et donc, moi, je condamne totalement les propos de M. Rajoy. Mais ce que vous devriez faire, puisqu'il est membre de la droite prétendument républicaine, vous devriez plutôt poser cette question au LR. Voilà, moi, je ne suis pas de sa famille politique. Et de la même manière, Jordan Bardella a été monté au créneau quand M. Mbappé avait été salement et de manière raciste insulté par une sénatrice paraguayenne. Et je vais aller au-delà. C'est-à-dire que vous parlez de racisme, mais on peut aussi parler
de l'avantage des États-Unis dans cette Coupe du Monde. Je peux vous prendre l'exemple de ce carton rouge qui a été on en a parlé enlevé, aussi, ouais. etc., pour un joueur américain qui avait objectivement commis un attentat sportif sur un joueur bosniaque. Donc, si vous voulez, voilà, j'accuse et je condamne les propos racistes, évidemment, et ou l'injustice sportive dans cette Coupe du Monde. Et parole à Noémie Alioua pour un coup de gueule, j'imagine. Coup de gueule qui concerne apparemment le maire de Paris et une certaine statue. Disons-le, une certaine statue, puisque vous savez, sur la question de l'antisémitisme, nous sommes à l'ère de l'hypocrisie permanente. Et effectivement, la mairie de Paris, le maire de Paris en particulier, excelle dans cette tendance. C'était donc ce week-end, à la journée nationale de commémoration de la reconnaissance de l'innocence d'Alfred Dreyfus, que Emmanuel Grégoire a proposé, d'inaugurer l'installation de la statue du capitaine Dreyfus. Ce qu'il a fait est de débaptiser la place Maurice Barrès. Ça aurait dû être un moment plutôt d'union nationale, mais disons-le, ça a sonné creux. Pourquoi ? Parce que dans le même temps, par électoralisme, la mairie de Paris a multiplié ces dernières semaines les délibérations liées à la cause palestinienne sans le moindre équilibre. C'est vraiment de l'électoralisme crasse, disons-le. Qu'en comprendre ? Eh bien qu'on se sert des symboles de l'antisémitisme d'hier pour blanchir l'antisémitisme d'aujourd'hui. C'est une hypocrisie qui ne dupe personne à l'heure où les actes antisémites continuent d'exploser dans notre pays. Andrea Cotarac et Arnaud Benedetti. Je trouve absolument absurde de débaptiser la place Maurice Barrès. Maurice Barrès est un très grand écrivain, qu'on le veuille ou non, qui a eu des positions en effet qui étaient les siennes et qui étaient vraisemblablement condamnables et qui étaient condamnées d'ailleurs, mais qui par ailleurs était un authentique républicain. C'était un nationaliste républicain. Il ne faut pas l'oublier. Et si on commence à débaptiser, pourquoi pas débaptiser la place Jean-Paul Sartre qui, je veux dire, a légitimé quand même un certain nombre de régimes, ou la rue Louis Aragon, c'est véritablement, je veux dire, hors de propos. Andrea Cotarac. Oui, mais de toute façon, cette émission. On doit commenter les bêtises de la droite espagnole, les bêtises de la mairie socialiste à Paris. Ça fait beaucoup, mais objectivement, on n'est pas du tout responsable de ça au RN, donc qu'ils continuent à baisser dans les sondages avec leurs bêtises. Merci à tous d'avoir participé à ces échanges, à ces discussions, à ces débats. Merci beaucoup. Noémie Alioua, journaliste, essayiste, auteur de La Terreur jusqu'au Sous-nos-draps, c'est aux éditions Plomb. Arnaud Benedetti, le professeur à la Sorbonne, directeur de la Nouvelle Revue Politique et auteur de Aux portes du pouvoir, l'inéluctable victoire du Rassemblement National. C'est chez Michel Lafon. Andrea Cotarac, le porte-parole du Rassemblement National, et Mathias Leboeuf, journaliste, philosophe et auteur du Petit traité de la lenteur à l'usage des gens pressés. Dans un instant, notre invité, un certain De Villiers, j'appelle Jacques dans la famille, et ensuite discussion entre 12h30 et 13h avec vous, amis auditeurs. 0826 300 300. À tout de suite.